Choisir un camp. Chapitre 18. Vie de couple franco-allemand dans la zone d'occupation française. Walter, 15 décembre 1946. Dire que je suis heureux n'est pas assez fort pour exprimer ce que je vis au quotidien. J'exerce mon activité professionnelle, qui est aussi une passion, avec ma merveilleuse épouse. Nous nous épanouissons tous les deux. Ma belle Louise ne semble pas trop souffrir du manque de son pays, où nous nous sommes rendus pendant les vacances d'été. Mes beaux-parents sont venus au mois de mai. Ils ont trouvé notre petite Heidi bien changée. Notre fille pousse comme un champignon. Quelle émotion lorsqu'elle a dit pour la première fois « Papa ». En outre, elle a fait ses premiers pas la veille de son premier anniversaire et du mien par la même occasion. Annabella et Étienne ont découvert notre maison, que Louise a transformée en un vrai foyer où nous nous sentons bien. Je crois que la région de Constance leur a beaucoup plu. Y venir au printemps, comme ils l'ont fait, est l'assurance d'avoir un climat agréable et de pouvoir jouir de paysages verdoyants et fleuris. Ils ont surtout profité de leur fille et de leur petite-fille. À leur départ, l'amour de ma vie n'a pu retenir ses larmes, mais elle a repris ses habitudes de téléphoner à ses parents chaque semaine, et en outre, il n'y avait que 2 mois à attendre pour nos vacances en France. Bref, nous menons une vie paisible et agréable, malgré les restrictions auxquelles nous sommes habitués depuis plusieurs années. Louise s'entend toujours à merveille avec ma mère, qui l'adore. Maman aimait beaucoup Elke, qu'elle avait connue enfant, mais elle est beaucoup plus proche de Louise. Elles sont tellement en symbiose que je pourrais presque être jaloux. Mais je ne me plains pas. C'est tellement rare qu'une belle-mère et une bru s'apprécient autant. Ma mère est ravie de me voir aussi amoureux et heureux avec une femme magnifique, intelligente, créative, qui m'aime inconditionnellement au point de vivre en Allemagne pour être avec moi. Et vivre dans mon pays n'est pas toujours une sinécure en cette période de transition. Dans la zone française, les choses s'étaient mises en place progressivement, mais très différemment des zones américaines et britanniques voisines. Eux avaient remplacé presque du jour au lendemain leurs troupes de combat par des techniciens et des administrateurs spécialement formés à cet effet. Chez nous, les officiers de la première armée française avaient hérité de cette tâche ingrate d'organiser et de gérer provisoirement un terrain occupé. Sur ordre de l'état-major ou sur initiative personnelle, ils avaient dû assurer le rapatriement de millions de déportés français, mais aussi étrangers trouvés dans la zone. Il avait donc fallu procéder aux premières arrestations, aux premières réquisitions, au nettoyage des ruines, à la remise en état du réseau routier, mais aussi veiller à la sécurité des soldats et des populations civiles qu'il fallait nourrir, recenser, contrôler. Ces travaux, souvent ingrats, s'étaient déroulés parallèlement au train-train classique d'une armée en fin de campagne. Démobilisation, transfert, déplacements constants, surveillance des frontières, des biens à prélever, etc. C'est-à-dire qu'à peine émergés des émotions procurées par la victoire, les officiers avaient dû se transformer en bureaucrates et charger leurs hommes de tâches d'autant plus difficiles à remplir qu'ils avaient trouvé en face d'eux une masse de gens apathiques, traumatisés par la défaite. Car la majorité des Allemands s'étaient sentis précipités dans un tourbillon, guerre, destruction, avilissement, appauvrissement, famine, effondrement, déchirement, abandon, désespoir, indignité, arrogance, stupidité, aveuglement, folie collective, faute, crime, etc. En même temps, ils éprouvaient le sentiment accablant et humiliant de s'être jetés eux-mêmes, de gaieté de cœur, dans ce tourbillon. Le réveil avait été brutal. Tout cela paraissait inconcevable, comme un mauvais rêve que l'on voudrait dissiper. Donc les Allemands étaient muets, inertes, sans vie. Face à cette catastrophe si épouvantable qui avait fondu sur eux, la voix leur manquait. Ils détournaient leur regard ou se perdaient parmi les multiples soucis qui pesaient sur la grisaille quotidienne. La première armée française, devenue armée d'occupation, n'avait pu mieux faire que préparer le terrain aux futurs administrateurs, sans ordre clair de Paris, ou des ordres demeurant sans effet au niveau local lorsqu'il y en avait.
Il avait fallu jongler avec des directives politiques et les nombreuses ordonnances souvent discordantes, voire arbitraires des commandants en chef des différents secteurs de la zone. Bref, une certaine pagaille, jusqu'à l'arrivée à Baden-Baden des premiers fonctionnaires civils de l'occupation. Mais les Américains avaient aussi choisi ce moment-là pour cesser d'approvisionner l'armée française. Une rumeur avait même circulé selon laquelle les Français auraient été sommés par leurs alliés d'évacuer la zone d'occupation, alors même que débarquait une nouvelle armée composée de civils revêtus d'uniformes pour en imposer davantage avec des assimilations de grades. Le gouvernement civil des militaires avait été mis en place en août, avant notre arrivée. Nous n'avions donc pas vécu ces premiers temps chaotiques de l'occupation. L'Azov était déjà divisé en provinces, avec chacune leur délégué supérieur, qui avait sous ses ordres des délégués de district ou Regierungsbezirk et des délégués de cercle ou Kreis. Le rôle du gouvernement militaire consistait non seulement à dénazifier l'administration allemande, mais aussi à la faire fonctionner et à la surveiller une fois l'épuration faite. Au fur et à mesure que les organismes allemands seraient en état de fonctionner, le gouvernement militaire se déchargerait sur eux des tâches d'exécution et se consacrerait à la surveillance de l'application de ces directives, ce qui ne pouvait se faire du jour au lendemain. Koenig, nommé commandant en chef de la zone, avait montré jusqu'ici des qualités indéniables de diplomate. Mais face à l'inertie d'une administration trop lourde, il n'avait pas toujours été maître des tensions nombreuses, autant que néfastes, entre des services pléthoriques assurés par des fonctionnaires à peine formés et recrutés en toute hâte. Et surtout, il n'avait jamais été l'objet de la considération des Allemands, qui le considéraient comme un homme méfiant et pas très capable. Il donnait surtout l'impression d'un homme froid. En ce début d'après-midi, nous en discutons avec Georg lors d'un de nos déjeuners dominicaux chez lui. Je pense surtout que la plupart de nos compatriotes le connaissent mal, dis-je. C'est un soldat, et surtout quelqu'un qui a le goût de la difficulté quand une grande cause est en jeu, comme le prestige de la France dans la situation présente. La ténacité, la sûreté intuitive dans le choix des collaborateurs et par-dessus tout peut-être la confiance. Il appuie la politique de De Gaulle, comme de Montsabert qui commande les troupes, Schmittlein, le directeur de l'éducation publique, et Grandval, délégué supérieur pour la Sarre. Mais l'arrivée de Lafont au poste d'administrateur général adjoint a rompu ce fragile équilibre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Lafont et Koenig, il y a une incompatibilité d'ordre politique indéniable, déclare Georg. Lafont est un homme d'ordre et de méthode, un esprit libéral. Le premier est presque le seul responsable à alléger l'administration de quelques non-valeurs indiscutables. Au sujet de Lafont, Georg et moi sommes d'accord pour affirmer que son opiniâtreté à obtenir dans toutes les provinces que le pouvoir civil soit séparé de celui de l'armée était une petite victoire pour faire disparaître la confusion, source de tant de critiques qu'avait fait naître l'idée saugrenue de donner à une administration civile l'appellation de gouvernement militaire. C'est vrai que pour Lafont, l'Allemagne a volé en éclats et rien ne sert de lui faire subir une politique de prestige que sous-entend le qualificatif militaire du gouvernement, déclarai-je. Il a clairement annoncé qu'une fois les éléments nazis éliminés de la vie allemande, c'est aux Allemands et non aux Français qu'il appartiendra d'administrer la population. Oui, il est pour une administration indirecte des Français. L'administration directe devant nous revenir, mais son point de vue est mal accepté de la part des roitelets comme Koenig. Seulement, mettre de l'ordre dans le chaos laissé par la guerre et auquel les militaires ont peu remédié, briser les habitudes prises ou s'opposer à certaines prétentions démesurées et malsaines n'est pas simple, avouai-je. Il aurait besoin d'un personnel administratif de tout premier plan, efficace et désintéressé, et apparemment ce n'est pas le cas. C'est le moins qu'on puisse dire, intervient Louise. Entre le système D et le manque de cohésion, voire l'antagonisme entre civils et militaires, quand ce n'est pas entre fonctionnaires civils eux-mêmes, rien n'est fait pour assurer le prestige de la France, si cher à Koenig. Il faut dire que la France elle-même n'a pour l'instant qu'un gouvernement provisoire, concédai-je. La situation n'est pas la même qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, qui ont pu anticiper la manière de gérer leur zone. Il fut un temps où il n'était pas question que la France fasse partie des occupants. Toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit le bazar. Sans compter que l'arrivée des assimilés spéciaux en territoire occupé
a généré des tas de problèmes. Kettle avait bien soulevé quand elle parlait des Français qu'elle avait croisés. Il est clair que certains sont venus avec la ferme intention de s'enrichir. D'ailleurs, ils se sont installés avec leur famille, très élargie, jusqu'à la grand-mère par alliance ou aux petits-neveux, aux cousins, quand ce n'est pas aux amis. Moi aussi, je les trouve souvent envahissants. Les Allemands ont vraiment du mal à se loger, pourtant, ils sont chez eux. Louise est très remontée contre certains de ses compatriotes, qui abusent en effet de la situation de manière éhontée. Mais elle enfonce encore le clou. L'idée de punir l'Allemagne est dénuée de sens, parce que celui qui a puni l'Allemagne, c'est Hitler. Les villes sont ruinées, la population a tout perdu. Il y a des millions de réfugiés. C'est déjà un sacré châtiment. Aujourd'hui, nos deux pays devraient pouvoir coexister. Nous sommes dans la même galère. Il y a quelque chose à faire, du moins dans les secteurs français, britanniques et américains. Car côté russe, je suis quasi certaine qu'ils vont faire de leur zone un satellite de l'URSS. Ma femme n'a pas tort, moi aussi je le pense. Côté occidental, une fédération des anciens Länder est possible. Mais les Français restent obsédés par une Allemagne menaçante, ce qui n'est plus le cas. Le général Clay, qui a remplacé Eisenhower comme gouverneur militaire délégué de la zone américaine, pense, comme Louise et moi, que l'Allemagne va inéluctablement être coupée en deux, et que la menace sur l'Occident viendra plutôt des Russes. Cependant, comme de Gaulle, il estime que l'Allemagne aura besoin d'être maintenue par la force et être placée sous tutelle américaine face aux dangers venant de l'Est. De Gaulle a une image d'une Allemagne dans une Europe surannée, dépassée par l'évolution de l'histoire. Clay l'imagine américanisée, mais avec une possibilité de changer le cours de l'histoire. L'Allemagne du futur sera-t-elle à la mesure d'une Europe moderne et libre ? Là est la vraie question. Mais cette Europe doit cesser d'être celle qu'elle était autrefois. Nous allons vers une nouvelle époque. Qui gagnera la partie entre les visionnaires et ceux qui dirigent actuellement la politique du pays ? Je rêve d'une Europe unie, et dont ferait partie l'Allemagne, annonce Louise, comme si elle avait lu dans mes pensées, ce qui arrive souvent. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, chérie. Mais qui sait, peut-être un jour. Pourtant, Churchill a évoqué les États-Unis d'Europe dans un discours le 19 septembre. Et il n'est pas le seul à être en faveur de ce projet. Stefan Zweig en parlait aussi. Trotsky également. Oui, pourquoi pas, aimait Georg. Mais je doute que les pays concernés, comme la France et même le Royaume-Uni, renoncent à leur souveraineté nationale. Louise en convient volontiers, mais c'est son rêve de voir les pays d'Europe unis au sein d'une fédération pour faire face d'un côté à l'américanisation et de l'autre à l'URSS. Une chose est certaine, à Stuttgart, le discours du secrétaire d'État des États-Unis, James F. Burns, a affirmé la volonté américaine de tendre vers une unification économique de l'Allemagne et vers la création d'une constitution et d'un gouvernement provisoire. C'est déjà plus concret et réalisable à court terme. Et que pensez-vous du processus de dénazification en zone française, comme dans les autres zones, reprend Georg. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il atteigne les résultats escomptés, confessai-je. Une fraction importante des plus solides supporters du parti semble déjà retrouver ses positions d'avant la défaite, les plus nantis bien entendu. Pas mal d'Allemands se sont plaints auprès des autorités françaises d'un manque de sévérité et même d'une clémence inconcevable à l'égard de certains nazis, réagit Kate. Tu fais allusion au président du tribunal de dénazification de Constance, qui a donné sa démission pour protester contre la nomination par les Français d'un ancien collaborateur de Rosenberg à la tête de l'organisation culturelle du district, rétorque son mari. Katharina acquiesce, en ajoutant que c'est un cas parmi d'autres, puisqu'un ouvrier avait dénoncé le chef d'une usine métallurgique de la Forêt-Noire, ancien du parti et ancien agent de la Gestapo. Des fidèles s'étaient plaints qu'un archevêque, membre honoraire de la SS, soit demeuré à son poste et bénéficie même des bonnes grâces des Français. Ces dénonciations, ces plaintes pleuvent quotidiennement sur le bureau des administrateurs français, qui semblent souvent dépassés par les événements, dis-je. Elles n'émanent pas toujours de ceux qui ont souffert du régime pour réclamer un minimum de justice. La plupart sont anonymes. Je n'ai aucun mal à l'imaginer, fait Louise. Nous en avons fait la triste expérience en France. Le journal de Mayence, contrôlé par les censeurs français, a quand même alarmé ses lecteurs en évoquant la nécessité
d'écarter tous les soutiens de l'esprit national-socialiste et militariste de toutes les fonctions dans les services publics et économiques. Mais ça n'empêche pas les membres du parti dit convenable d'avoir gardé les avantages acquis sous Hitler et d'avoir la vie plus facile que tous les Allemands anonymes qui ont souffert en silence du nazisme. Ils ont eu l'autorisation de demeurer dans leurs emplois ou de continuer leur commerce et même, par suite du manque de personnel, d'occuper des postes plus importants. Pendant ce temps, les déshérités, les non-nazis condamnés au chômage par la faute du nazisme, cherchent péniblement à refaire leur existence. En effet, le Südkurier de Constance a réclamé des mesures d'épuration plus sévères et a même précisé que des membres de l'ancien parti exerçaient les fonctions de juge et de procureur. Le maintien d'anciens nazis dans des postes de direction et de haut emploi public ne cesse de provoquer des plaintes et des récriminations, à juste titre. Je crains que les choses ne changent guère et que ces personnes soient encore en poste lorsque les tribunaux allemands auront à juger les affaires d'épuration, admets-je. Les administrateurs des différentes zones occupées ont intérêt à prévoir des garde-fous. En tout cas, ils ne pourront pas compter sur les autorités religieuses qui harcèlent les autorités pour faire libérer les nazis notoires, mais bons chrétiens. Le sujet n'est pas drôle, dit Louise. Pourtant, j'ai assisté à des scènes cocasses en ce qui concerne la dénazification. Nous la regardons tous les trois, surpris, dans l'attente de la suite. Ma femme rit sous cape, comme si elle voyait ces fameuses scènes à l'instant, avant de nous les relater. J'ai vu des fonctionnaires allemands saluer des militaires français en tendant le bras. Je pense qu'ils étaient tellement formatés pour saluer ainsi qu'il n'y avait pas de malice dans leurs gestes, mais ils se sont fait rappeler à l'ordre avec un coup de pied au cul par les soldats. Et que dire de certaines méthodes de dénazification ? À quoi penses-tu ? Demandai-je en souriant. Elle évoque alors un poste de contrôle, où chaque fois qu'un Allemand se fait prendre en essayant d'entrer ou de sortir en fraude, on le dénazifie en l'obligeant à cracher sur un grand timbre à l'effigie de Hitler en disant « Schwein ». Dès que le coupable s'exécute, on le renvoie. Quand il refuse, on l'amène aux gendarmes. Je doute qu'une telle façon de faire soit efficace, en effet, remarquai-je. Il y a quelque chose qui devrait vous inquiéter, vous qui êtes médecin. Quoi donc ? s'enquiert Georg. Il paraît qu'il y a une flopée de faux médecins et faux chirurgiens. D'ailleurs, chérie, le directeur de l'hôpital nous en avait parlé l'année dernière. Tu t'en souviens ? Me demande Louise. Oui, bien sûr. Comme les vrais praticiens, dont une majorité ont appartenu à l'une des nombreuses organisations déclarées criminelles, purgent une peine de prison, que d'autres non-nazis sont encore dans des camps de prisonniers en France ou en Angleterre, pourvoir à leur absence n'est guère aisé, argumente-t-elle. Donc, de faux doctoren exercent depuis la fin de la guerre et commencent seulement à être démasqués. Comme il est pratiquement impossible d'établir un contact avec certaines villes universitaires pour vérifier la véracité des diplômes qu'ils ont présentés à leur embauche, ce n'est qu'à l'usage que la supercherie est découverte. Il est vrai que des millions d'Allemands ont changé d'adresse, de ville, de province, de pays, d'autres sont morts, disparus, prisonniers. Il est donc facile de prendre une nouvelle identité, de faire de fausses déclarations, de s'attribuer de faux diplômes, d'exercer une fausse profession dans le chaos administratif de cette après-guerre, grâce auquel les faussaires obtiennent de nouveaux papiers d'identité. On ne compte plus les faux résistants mais vrais nazis, les faux Autrichiens ou les faux Alsaciens. Il y a aussi les faux aristocrates qui, et bien qu'ayant en général la conscience tranquille, essaient de se faire délivrer des papiers d'identité susceptibles de les élever dans la hiérarchie sociale. Il est vrai que tout cela prête à sourire, mais c'est Katharina qui nous rappelle la plus drôle des arrestations, fausse celle-ci. Ça ne vaudra jamais la mésaventure du grand-duc de Bade, suite au télégramme de Koenig envoyé aux autorités à Constance. Prière prendre urgence, nouvelle SAS Markgraf de Bade, stop. Oh oui, fait Louise, hilar. Le télégramme a fini par atterrir Dieu sait comment sur la table de 2 fonctionnaires affectés à un petit poste de gendarmerie perdu dans la nature, mais mal déchiffré. C'était devenu prière prendre SS von Baden. Et ces braves gendarmes français n'ont pas lésiné pour Swicket, qui en pleure de rire. Avec l'aide de quelques policiers militaires, ils se sont rendus au château et ont arrêté son Altesse Sérénissime le margrave de Bade, qui pourtant n'a jamais été nazi.
Ils l'ont enfermé dans une porcherie et De Gliam, le gouverneur du district, a dû régler le différend diplomatique et s'est confondu en excuses. Tu m'étonnes, ajoute Louise. La margravine Théodora est apparentée à la famille royale britannique et la cour d'Angleterre s'est inquiétée de son sort et de celui du grand-duc Berthold en demandant de leurs nouvelles au gouvernement français, étant donné que nous occupions cette zone. Personne n'a compris comment le télégramme était arrivé dans ce petit poste et comment SAS était devenu SS. Quoi qu'il en soit, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'un certain nombre de SS se sont engagés dans la Légion étrangère, puisque cette option a été proposée aux prisonniers de guerre de l'Axe retenus en France. Et cela, ça va être compliqué de leur remettre la main dessus. À l'heure qu'il est, il doit être en Indochine. La conversation évolue vite vers les décisions du tribunal de Nuremberg, rendues au tout début octobre dans le procès sur l'Allemagne nazie, reconnue coupable d'agression contre 11 pays. 12 hauts responsables nazis, dont von Ribbentrop, Jodl, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel et Seyss-Inquart, avaient été condamnés à la pendaison. Ils avaient été exécutés les 15 et 16 octobre. 7 autres avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement et 3 acquittés. Quant à Hermann Göring, il s'était suicidé dans la prison de Nuremberg quelques heures avant son exécution. Et depuis le début décembre, s'est ouvert le procès des médecins, avec 23 accusés, dont 20 sont médecins et 3 des fonctionnaires non médecins, poursuivis pour 4 chefs d'accusation. Conspiration, crime de guerre, crime contre l'humanité, appartenance à une organisation criminelle, en l'espèce la SS. Parmi les médecins, on compte 4 chirurgiens, Karl Brandt, Karl Gebhardt, Paul Rostock et enfin Fritz Fischer, que nous avions connu à l'université de Leipzig, où il avait étudié brièvement venant de Berlin et avant de terminer ses études à Hambourg. Lorsque nous l'avions connu, Georg et moi, il adhérait déjà au NSDAP et avait intégré la SS depuis 1933, mais rien ne laissait présager à l'époque qu'il officierait à l'hôpital du camp de concentration de Ravensbrück comme chirurgien assistant de Karl Gebhardt. Il y avait participé à des expérimentations chirurgicales sur des jeunes femmes polonaises nommées les lapins de Ravensbrück. Le travail d'instruction a établi une liste de 140 médecins et scientifiques impliqués dans ces expériences médicales réalisées dans des camps de concentration. Quelque chose qui nous dépasse, Georg et moi. Il est cependant un sujet que nous évitons d'aborder, celui des réparations que doit verser l'Allemagne. Depuis janvier, une commission a été créée dans ce but. Chaque pays occupant doit trouver ses compensations dans la zone qu'il gère. Je ne remets pas en cause le principe qui veut que la France, occupée pendant 5 ans, obtienne la compensation des dommages subis, ce qui inclut ceux causés par les spoliations de biens beaucoup plus lourds encore, bien que moins apparents. Je ne suis pas certain que mes compatriotes en soient tous conscients. Le gouvernement français payait des sommes exorbitantes aux occupants que nous étions, ce qui avait permis d'entretenir nos armées. Des outillages innombrables et des quantités massives de biens de consommation avaient été à l'époque envoyés en Allemagne. Par surcroît, toutes sortes d'achats allemands au marché noir, de réquisitions partielles, d'amendes locales, de vols qualifiés avaient complété le dépouillement de la France. Je me demande comment on a pu évaluer les millions de journées de travail imposées à des Français au profit du Reich et détournées de la production, l'abaissement de la valeur physique infligée à la population par la sous-alimentation, le fait que, pendant 5 ans, tout s'était usé en France sans que quoi que ce soit puisse être entretenu, réparé, renouvelé. Ces dommages ont été estimés à plusieurs milliers de milliards de francs. Le chiffre paraît si énorme que je ne vois pas comment la France pourrait espérer se dédommager, à moins de prolonger sa présence en Allemagne indéfiniment, d'autant que la zone qu'on lui a allouée est essentiellement agricole. Elle ne possède en dehors de la Sarre que peu d'industries lourdes, et ses habitants, dont le 10e seulement est apte au travail, ne pourront jamais rembourser les millions de journées de labeur fournies par les Français comme contribution à l'effort de guerre du Reich. C'est ce qui explique que le gouvernement de la zone française n'a pas attendu pour entreprendre la réquisition de biens allemands et les démontages d'usines. Cet aspect a dominé parmi les 3 principes censés guider l'action des occupants. Prélever à titre de dédommagement
limiter la puissance allemande et transformer un peuple jugé belliqueux en un peuple de démocrates. Louise est d'accord avec moi pour dire qu'afin de pouvoir effectuer ces prélèvements, il faut favoriser la remise en marche de l'économie de la zone, puisque celle-ci doit supporter entièrement les frais de l'occupation. Les scieries, fabriques de meubles, de verre à vitre, de chaussures, de ciment, les papeteries, les usines de produits chimiques qui produisent du caoutchouc synthétique et naturellement les mines et aciéries de la Sarre fournissent l'essentiel de ces prélèvements. Autant dire que les dommages subis ne seront jamais totalement compensés. Lorsque nous en discutons ce soir-là, après notre dîner en tête-à-tête, Louise se montre désabusée. Que la France veuille obtenir réparation, je peux comprendre, mais pas à n'importe quel prix. Je déplore que mon pays ne se sente pas concerné par les accords fixant le niveau de production autorisé de l'industrie allemande et qu'il ne partage pas du tout, pour le moment, des soucis qu'ont les Anglo-Américains d'aider tes compatriotes à retrouver un semblant de vie normale. Je sais, mon amour, mais la France a un objectif prioritaire. Faire de son occupation une affaire économiquement saine qui ne sera pas à la charge du contribuable français, mais qui, au contraire, lui sera bénéfique. Bref, obtenir un équilibre rigide entre les importations et les exportations, de manière que l'exploitation de la zone rapporte à l'occupant et non à l'occupé. Et peu importe le mécontentement des autochtones, les plaintes et les récriminations de la population. Donc elle applique dans sa zone une politique rude et réaliste, menée par des fonctionnaires rudes et réalistes, eux aussi. Certes, Walter, mais ces fonctionnaires font des erreurs préjudiciables, comme démonter des usines sans avoir prévu des lieux de transfert et de remontage. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est comme confondre récupération et destruction. Et une usine démontée ne doit pas présenter de gros avantages, car le matériel qui s'y trouvait était déjà ancien, et sa valeur diminue encore en quittant l'Allemagne pour être répartie entre plusieurs régions. Et quand le matériel est moderne, il est laissé à l'abandon au lieu de servir. Ma jolie rousse fait allusion à l'usine de Singen, une importante fabrique d'aluminium qui était équipée de matériel extrêmement moderne. Toutes les machines avaient été démontées pour être expédiées vers la France, mais rien ne s'était passé comme prévu. C'étaient les ouvriers des usines démantelées qui étaient venus informer le gouverneur militaire du district de Constance qu'ils avaient livré du matériel en bon état. Les machines avaient été graissées, les boulons placés dans des petits sacs, mais que ces machines rouillaient depuis 2 mois dans un wagon non couvert en gare de Constance. Les Allemands admettaient la récupération de ce matériel, puisqu'ils en avaient fait 100 fois plus, mais étaient scandalisés de voir ce que devenait ce matériel. Ce côté je m'en foutisse du tempérament français est insupportable, explose Louise. Ils prennent des trucs sans savoir où ils vont aller et la plupart du temps ils ne vont nulle part. Mais il faut récupérer à tout prix, n'importe comment et n'importe quoi. Et quand le matériel arrive à destination, il est dans un état épouvantable. Et je ne parle même pas du déboisement des forêts. Forêt noire, Alpes Souabe, forêt de l'Eifel et du Palatinat. Cette fois, ma Louise est révoltée. Elle n'est pas la seule. La presse allemande, paraissant dans les autres zones, donc sous le contrôle des administrations alliées, est la première à se déchaîner contre les Français, accusés d'accroître la production à leur profit et de ne tenir aucun compte des 6 millions d'Allemands dont ils ont la charge. Alors que les journaux allemands, paraissant dans la zone française, étaient tenus de s'abstenir de critiquer les Alliés, dans quelque domaine que ce soit. « Chérie, tu es en train de devenir plus allemande que moi, m'exclamai-je. Peut-être. Ce qui est certain, c'est que pour ton pays, habitué à la discipline, comme moi dans mon métier, il est difficile d'accepter l'improvisation, voire l'anarchie dont fait parfois preuve l'occupant français. Même si avoir une administration civile qui coexiste avec une administration militaire, avec des attributions souvent identiques, est un handicap. Mais ils l'ont décidé ainsi. Et les civils comme les militaires confondent conquête et occupation. Qui plus est, il y a un manque de coordination à tous les niveaux, de l'échelon supérieur aux échelons provinciaux. En même temps, mon cœur, tu réagis ainsi parce que tu vis ici en Allemagne et parce que tu y as plus de contact avec les Allemands qu'avec les Français. Donc, automatiquement, tu penses à ce que vivent mes compatriotes. Mais si tu te mets à la place de la population française, je doute qu'elle soit favorable à payer de ses deniers l'entretien de citoyens allemands, contrairement aux Américains et surtout aux Britanniques. Tu imagines De Gaulle imposer aux Français l'idée qu'il faut aider les Allemands pour les empêcher de mourir de faim ?
Quant aux problèmes de gestion, les frais d'entretien du personnel civil et militaire pourraient être mieux maîtrisés si les administrateurs et attachés étaient moins nombreux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont près de 6 000 dans une zone qui ne représente que 9% de la population de l'Allemagne, alors que 4 000 techniciens allemands avaient suffi pour administrer et contrôler la France entière pendant 4 ans. Pour ma part, ce qui m'inquiète plus est la situation alimentaire. Les habitants du Reich avaient accepté sans rechigner un rationnement permanent entre 1939 et 1945. Avec 2 kilos de pain et de farine par semaine, 300 grammes de viande, 105 de matière grasse, 226 de sucre, 700 de confiture et 3 kilos de pommes de terre, l'Allemand moyen avait donc dû se contenter, même aux plus beaux jours de gloire et de prélèvements draconiens dans les pays occupés, de 1800 calories par jour. Dans les derniers mois de la guerre, la situation s'était considérablement détériorée, et c'est de cette situation-là dont avaient hérité les occupants. Les rations fixées à Potsdam se situent autour de 1500 calories par jour, mais ce niveau n'est pas atteint cette année. Il a même plutôt tendance à diminuer, notamment à partir du moment où les Américains avaient cessé d'approvisionner la première armée française, situation qui n'a fait que s'aggraver du fait des réquisitions et de l'afflux en masse des Français dans la zone. Au point que le journal Die Freiheit, paraissant à Mayence, donc sous contrôle français, a comparé le taux des calories allouées en zone française à celui du camp de Buchenwald, ce qui est bien sûr exagéré. Mes compatriotes ne veulent pas savoir non plus que depuis 1940, Français et Anglais doivent se satisfaire d'un maximum quotidien de 1000 calories, et que la victoire n'a pour ainsi dire rien changé. Le marché noir sévit en Allemagne autant qu'en France. Heureusement, dans mes bras, l'énervement de ma ravissante épouse finit par retomber. Mes caresses y sont pour beaucoup. Et puis, d'ici quelques jours, mes beaux-parents arrivent pour fêter Noël avec nous. Ce rappel que je susurre à l'oreille de Louise achève de l'apaiser. Elle exprime simplement son inquiétude de voir Heidi les mener par le bout du nez, comme elle le fait avec ma mère. La petite Chippy est dans la période où elle teste nos limites avec des noms et des moments où elle tente de braver les interdits. Mais elle est tellement adorable quand elle nous tient la conversation dans ce langage bien à elle, moitié français, moitié allemand.